chers amis de CDR, bonjour et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel échange avec Chamblas Réveil, Milly chanteur qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Vous avez sûrement déjà entendu ses morceaux, peut-être même sans savoir que c'était lui. Eh ben, on va vous le présenter ce soir si vous ne le connaissez pas. Et puis si vous le connaissez, ben, vous allez en apprendre encore un petit peu plus sur lui. Donc ça va parler musique, ça va parler militantisme, ça va parler action concrète sur le terrain. Chamblas, bonsoir. Bonsoir. On retrouve, comme à notre habitude, Louise et Gwen qui vont nous accompagner pour ce nouvel échange CDR. Salut Louise, salut Gwen. Bonsoir. Et donc, je ne sais pas, on va commencer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, Chamblas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, comment tu en es venu un petit peu à faire de la chanson engagée, et puis il y aura des extraits musicaux qui suivront, c'est obligé. Peut-être que pour tout de suite être, à contre-courant par rapport à la présentation, j'ai presque envie de dire que je suis pas un chanteur qui fait des chansons engagées. Et il s'est trouvé que dans des situations très précises, comme c'est ma façon de m'exprimer, les chansons ont exprimé ce que je ressentais ou ce que les gens ressentaient autour de moi, parce que je fonctionne beaucoup comme un relais de la parole. La chanson, c'est vraiment... il y a eu un moment, quelqu'un qui avait dit assez justement, tes chansons, c'est des tracts. Alors, c'était pas forcément un compliment de venant de cette personne-là, mais d'une certaine manière, c'est vrai que la chanson peut imprimer mieux qu'un tract. Donc, je me suis retrouvé dans des situations où ma façon d'exprimer collait avec ce que j'avais envie de dire, avec ce que je ressentais. Et c'est vrai que la période qu'on a vécue là, c'est, je dirais, 5-6 dernières années, en tout cas, moi, je me suis retrouvé vraiment dans le flot de la contestation, peut-être de l'action militante, entre guillemets, parce que d'une certaine manière, je suis plus un témoin du militantisme que véritablement un militant. Et donc, ces 5 dernières années, je dirais, ont été assez intenses pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres gens. Et notamment, je crois qu'on va en parler au moment des Gilets jaunes, mais pas seulement. Est-ce que ça me présente ça? Je sais pas. Oui. Oui. Alors, justement, si tu parles des Gilets jaunes, moi, je t'ai découvert avec les Gilets jaunes, parce que la première fois que j'ai entendu une de tes chansons, c'était lors d'une manif. C'était un camarade Gilet jaune qui chantait en boucle le refrain de ta chanson L'amour des bêtes. Ah. Et du coup, je lui ai demandé, ah bah tiens, c'est qui, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'il m'a donné ton nom et qu'ensuite, j'ai pu écouter d'autres morceaux. Et j'avais envie de savoir un peu, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson, justement? Et puis, on écoutera un petit extrait, du coup, de la chanson. C'est vrai que du coup, là, on rentre dans le vif du sujet, dans la plaie, vraiment le moment de mon écriture qui est le plus dense par rapport à la contestation. C'est une réponse littéraire et violente à l'exposition que j'ai subie avec mes camarades et avec la France entière quand on était face à la violence policière qui s'est systématisée, qui est devenue une arme de la, comment on appelle ça, de la répression. Voilà. Hein. Donc, cette chanson, elle est effectivement, je crois que c'est une des chansons qui a eu le plus de relais, je ne vais pas dire de succès, c'est pas le cas, mais disons le plus de relais et à l'intérieur des mouvements de contestation, qu'elle dit quelque chose que beaucoup de gens ont ressenti, et aussi parce que elle est dit, je crois, hein, je me permets de faire une critique de la chanson et de l'écriture, elle est écrite pour une fois par la voix, par une forme d'expression dont on n'avait pas l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant tiens, les petits blancs aussi ont des choses à dire contre la police. Un petit peu comme si les gens des cités de couleur qui sont systématiquement contrôlés dans leur quartier, etc., empêchés d'avoir une vie normale comme celle des beaux quartiers, se disait ah enfin voilà une parole différente qui vient accompagner. Peut-être qu'ils sont en train de réaliser eux aussi qu'il y a quelque chose qui se passe pas normalement du côté de l'institution de la police. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été remarquée parce que c'était une façon différente. Alors qu'on a déjà énormément, on a déjà une bibliothèque
très fournie de textes contestataires qui parlent de la police et depuis des années. Parce que justement, il y a une grande partie de la population qui subit frontalement cette violence et qui l'a subie depuis longtemps. Et il me semble qu'à l'intérieur des Gilets jaunes, pour beaucoup d'entre nous, je crois que je peux le dire, l'avouer sans honte, hein, cette violence-là, moi, je n'y avais pas été confronté directement. Alors, j'y étais pas insensible et j'étais pas sur un nuage avant ça. Hein. D'ailleurs, on regardera, si vous voulez, dans l'historique des chansons, qu'il y avait déjà Rock and Flashball qui parle du flashball. Cette chanson-là, elle date de 2012. Il y avait déjà des choses qui me paraissaient complètement incohérentes. Je comprenais pas que des jeunes qui manifestent rentrent d'une manif avec un œil en moins. Mais le mouvement des Gilets jaunes, 2017, 2018, 18. est un truc fort, quoi, et auquel une grande partie des gens ont tout d'un coup été ramenés dans une réalité de violence. Et moi, je ne sais réagir que par les mots. Alors, ils sont violents, certes, mais ils ont pas crevé. À ma connaissance, personne n'a perdu un œil à la suite de cette chanson. Oui, effectivement. Oui, ce que tu dis, cette violence, elle existait déjà, mais les cibles principales de cette violence, c'était effectivement les habitants des banlieues. Et là, le fait qu'il y ait ce mouvement des Gilets jaunes, ça a permis peut-être de montrer à une autre catégorie de population ce qui pouvait se passer lorsque on manifestait ou lorsqu'on protestait tout simplement. Qu'on exerçait un droit que normalement on a et là finalement on a reçu cette violence effectivement en face et ça a procuré pas mal de révolte, de sentiments d'injustice. Et donc oui, les mots ils sont peut-être violents, mais enfin ça n'a rien à voir, comme tu dis, concrètement ça fait de mal à personne. Ouais, et donc elle est un révélateur à la fois de ce sentiment d'agression qu'on a subi, hein, concrètement. Hein. Donc, moi, concrètement, je me suis retrouvé dans des cortèges en situation d'être contrôlé, d'être manipulé d'une certaine manière assez violemment par des gens qui abusaient de leur position puis de leur armement. Hein, tu vois qu'on ne peut pas faire grand-chose hein, à ce moment-là, on ne peut pas résister. D'ailleurs, c'est interdit par la loi de résister à ce moment-là. C'est pas la faute aux fils de pute, et les putains n'y sont pour rien. Traiter les condés d'enculés, c'est trop d'honneur, c'est déplacé. Mais à culpa, je le regrette, parfois j'ai dérapé, j'avoue. Depuis, je cherche les épithètes à la hauteur de mon dégoût. J'ai trop de tendresse pour les chiens et trop de respect pour les ânes. L'insulte des vaches pour les bovins, pour la métaphore, je suis en panne. Non, vraiment, il n'y a rien qui aille. Sauf un jurier la volaille. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. Manquer de respect au CRS, un débitant des noms d'oiseaux, c'est manquer de délicatesse à toutes les cervelles de moineaux. Le piaf veut sortir de sa cage, même si son âme n'est pas épaisse, alors que sous son crâne en rage, le CRS chérit sa laisse. J'ai de l'affection pour les cafards, pour les blattes, même pour les moustiques. Quand je vois vos regards blafards, caparaçonnés de plastique, non vraiment je trouve pas les mots pour décrire vos manières de vautour. Non vraiment il n'y a rien qui aille. Sauf un jurier la volaille. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. La police déteste tout le monde, 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 tout le monde le lui rend bien. Si ça, franchement, c'est pas un hymne de manifestation, je sais pas ce que c'est. Je suis à la fois fier de mon travail, je renie pas ce que j'ai dit, et en même temps, je suis triste que ça soit là et qu'il faille en arriver là. D'une certaine manière, on est balancé par un flot de violence et on y répond comme on peut. Je me définis pas du coup comme un chanteur militant qui ferait une fixette sur la police, tu vois. Mais pourtant, il y en a d'autres, hein, des chansons sur la police dans mon répertoire. Hein. Il y en a d'autres.
les plus Et, gentils. et parmi les autres morceaux sur la police, du coup, est-ce qu'ils sont tous aussi féroces que celui-là, ou des fois, t'étais un petit Non, peu plus c'était le climax. compréhensif, entre guillemets? C'était le climax parce que ce qui m'est arrivé, c'est que ça a été un glissement lent. D'abord avec du recul, c'est-à-dire que j'étais pas dans l'action, j'étais pas dans les AG de Gilets jaunes, j'étais pas dans l'organisation de concerts de soutien, j'étais pas auprès des victimes, j'avais pas rencontré quelqu'un qui avait perdu sa main, par exemple, ou son œil, et dont la vie était d'essayer de reconstruire quelque chose, et toute sa vie avait été redirigée par la blessure infligée. Et j'ai rencontré des gens qui ne récupéreront jamais une vie normale. Et c'est cette accumulation de violences subies par moi personnellement, si tu veux, relativement faiblement. Moi, j'ai pas été frappé, j'ai pas été blessé. J'étais blessé de voir des gens blessés. J'ai été touché. Et on a subi ça ici en groupe, ici nous dans notre ville. Particulièrement une blessure forte et une violence non contenue qui a fait que le groupe a subi une blessure de vie toute relative par rapport évidemment au traumatisme corporel que subissent les gens. Mais donc c'était le climax de ce moment-là, cette chanson, et celles qui sont avant. Et comme j'étais pas dans l'action, si tu veux, j'avais une vision plus décalé, voire cynique, c'est-à-dire que je me disais, on va se moquer de cette violence. Dans Rock'n Flashball, c'est un CRS qui parle et qui dit c'est super, je suis vachement bien armé, venez, on va s'amuser, venez les lapins, on va s'amuser, voilà, il y a plein de jeux de mots. Cette histoire de perdre un œil devient une blague, voilà, à l'intérieur de cette chanson qui est cynique d'une certaine manière, tu vois, qui prend du recul. Mais dans L'amour des bêtes, non, il s'agissait de faire une lettre signée à la direction de ces gens qui sont identifiables à l'intérieur de la police et qui participent à l'organisation d'une police qui, à mon sens, et là, je ne sais pas si on en parlera, mais enfin, moi, à mon sens, c'est l'organisation de la police dans son ensemble qui dysfonctionne. Et évidemment, il y a des individus qui participent à ce dysfonctionnement. Il y en a qui l'organisent au sommet. Et moi, je pense que ça peut questionner. Là, il y a beaucoup de gens qui disent attention, on déraille. Moi, d'après moi, on peut faire l'effort intellectuel d'imaginer une société sans police. Moi, je pense que ça peut questionner l'idée de l'existence d'une police dans une société. J'ai l'impression que moi, l'existence d'une police, c'est la révélation du dysfonctionnement de la société dans son ensemble. Bon, après, alors oui, ça nous amènera un débat vachement plus large, je pense, parce que la police, elle a, comme tu le sais, le monopole de la violence d'État. Et donc, qui dit peut-être société sans police, dit société sans ordre capitaliste, sans ordre marchand, sans relation hiérarchique et pyramidale. Donc, si on fait un débat sur le sujet, tu reviens, je te jure, et on se fait une grosse émission sur dans quelle société voulons-nous vivre. Mais en tout cas, voilà, ta réponse concernant tes autres morceaux, plutôt que cette lettre ouverte que tu as faite dans les bêtes, ça montre que voilà, que tu n'étais pas anti-police par principe, en fait. Voilà, toi, tu as une réaction face à cette violence, à ce déferlement de violence, en fait. Oui, mais j'ai été épargné par la violence. C'est ce qui fait que je suis musicien et pianiste et guitariste. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi j'ai eu la chance d'être épargné par la violence, entouré d'amour, de reconnaissance, voilà. J'ai vécu à la campagne, j'ai vécu à la bord des villes tranquille. Voilà, je suis d'un milieu social, j'ai fait des études. Voilà, j'étais sensible. J'étais sensible, si tu veux, à un fil conducteur qui m'aurait emmené vers pas l'anarchie, hein, mais la poésie, tu vois. Mais avec l'autorisation de développer un monde parallèle sans que personne vienne te faire chier. Moi, voilà, la militarisation, ça m'intéresse pas, le capitalisme, ça m'intéresse pas. Je vais faire mon petit bivouac dans mon coin et voilà. Sauf que le bivouac, là, il a été bousculé. Et c'est toutes ces questions là que tu dis, enfin, qu'on évoque quant à la place de la police et au questionnement que ça pose, il a aussi été déclenché par la richesse du mouvement des Gilets jaunes. Et chacun a fait son chemin là-dessus. Il y a eu des discussions. Moi, je me souviens en AG,
qu'il y avait des gens qui étaient déjà aguerris sur ces questions parce qu'ils avaient lu des bouquins qui en parlent, et voilà, des anarchistes convaincus qui ont une bibliothèque et qui ont une réflexion qui se pose là-dessus, etc. Ils avaient des choses à dire, mais il y avait aussi des gens qui n'avaient jamais réfléchi. Bon, il y avait des gens qui se braquaient en disant on ne peut pas faire autrement, il faut une police, etc. Mais le débat a été posé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'étaient jamais posé la question de savoir si vraiment c'était utile d'avoir une police, et tout d'un coup, si elle devenait ça, comment est-ce qu'on faisait pour empêcher qu'elle devienne ça? Et en même temps, il y avait aussi la question, est-ce qu'elle est pas ça par nature? Qu'est-ce que c'est la police? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est voilà. Peut-être que la police elle est là pour défendre un certain ordre posé par l'État et par le cadre institutionnel. Mais en tout cas, effectivement, cette violence d'État qui a été constatée au moment des Gilets jaunes. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit avant, sur le fait que les petits blancs, entre guillemets, avaient des choses à dire aussi sur la police. Les agissements de la police contre les populations lors des manifestations, elles sont connues depuis assez longtemps. Mais c'est vrai que quand on pense à ça, on pense à Malek Oussekine, on pense aux années 80, on pense, on pense à Maurice Papon, préfet, qui avait fait balancer quelques types dans la Seine dans les années 60, au moment de la guerre d'Algérie. Donc c'est tout ça, et ça remonte à la surface, mais rien n'a été réglé. Donc en tout cas, voilà. Moi, je voulais te remercier pour ce morceau, parce que rien que d'avoir écouté l'extrait tout à l'heure, je tape du pied en même temps. Voilà, le constat, il est vrai, il est juste, et il doit être partagé par le plus grand nombre. Alors, j'arrête là. Je ne sais pas si on a un second extrait. Je vous laisse reprendre la parole, les filles. Ah, on en a d'autres, et peut-être dans celui qui suit d'ailleurs, parce que, et ça, je pense que tu le soulignes plus d'une fois, et on est en train de venir au problème, c'est-à-dire que le souci, c'est pas juste là, les policiers actuellement, ou qu'est-ce qu'on fait de la police, mais aussi finalement, plus largement, le système juridique et gouvernemental. C'est vrai que je sais qu'il y a une autre chanson qui nous avait touchés aussi, c'était Non-lieu, et qui vient aussi d'une histoire dure. Donc, on peut peut-être en écouter un petit bout et après en parler. Non-lieu, c'est tout ce que t'as gagné, mon vieux. Non-lieu, c'est tout ce que t'as gagné, mon vieux. À jouer les Robins des Bois, le mauvais jour au mauvais endroit. Cette grenade est tombée du ciel, personne n'a jamais voulu ça. C'est pas bien de montrer du doigt, l'assassin était dans son droit. Non-lieu, non-lieu. Quel est le con qui t'a mis dans le crâne d'ouvrir ta gueule à tout bout de champ, de faire flotter à tous les vents tes espoirs de 21 ans? Je trouverai pas les mots pour ton père, pas les mots pour sauver ta mère. Et que dire à tes camarades descendus de la barricade? Non-lieu, c'est tout ce que t'as gagné, mon vieux. Non-lieu, c'est tout ce que t'as gagné, mon vieux. À jouer les Robins des Bois, le mauvais jour au mauvais endroit. Cette grenade est tombée du ciel, personne n'a jamais voulu ça. C'est pas bien de montrer du doigt, l'assassin était dans son droit. Non-lieu, non-lieu. Non-lieu, il t'a été inspiré par quoi alors, en fait, cette chanson? Ben, c'est le constat de l'impasse juridique et de l'enquête, etc., sur l'histoire de la mort de Rémi Fraisse, le militant écologiste de 21 ans qui est mort d'avoir reçu une grenade qui avait rien à faire là, une grenade qui aurait dû qui déjà n'était pas utilisée comme il fallait, qui de toute façon aurait dû être interdite, etc. Et puis après, c'est toute l'histoire horrible. Elle n'est pas racontée dans la chanson, mais toute l'histoire horrible de ce fait divers qui n'en est pas un, hein, qui est donc un fait politique. Hein, de comment est-ce qu'ils ont caché le fait qu'ils venaient de tuer un jeune, qu'ils ne savaient pas quoi faire du corps.
que les responsabilités sont passées d'une autre, que personne a sauté, quoi. Hein. C'était donc le ministre, c'était Cazeneuve à l'époque, faut s'en souvenir. Oui, c'est ça, c'était sous François Hollande, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Le ministre, Ouais. c'était Cazeneuve et c'était Valls Attends, le premier ministre, c'était Cazeneuve et c'était Valls si je dis pas de bêtises, le ministre de l'Intérieur. Ou l'inverse. En tout cas, ils étaient là, et ils sont toujours là. Ils étaient là, ils sont toujours là, et à l'issue du procès, donc il y a eu plusieurs non-lieux qui ont été prononcés parce que finalement il y a eu des rebondissements, il y a eu des appels, mais il n'y a pas de responsabilités qui sont montrées du doigt, quoi. Voilà, c'est comme la chanson, elle dit la grenade, personne n'a voulu ça, elle est tombée là du ciel, voilà. Et n'empêche qu'il y a un type qui a perdu sa vie alors qu'il jouait à Robin des Bois dans les bois, à côté d'un barrage pour dire on ne détruit pas ici. On a notre mot à dire là-dessus. J'ai 21 ans, le monde m'appartient. Le monde, il appartient plus à Rémi Fraisse qu'à Bernard Cazeneuve, qui est bientôt liquide. Et est-ce que finalement, c'est ça qui nous pose problème? Parce que des violences policières, enfin, il ne devrait pas y en avoir, mais on peut envisager qu'il peut y avoir des fois des accidents. Des choses qui se passent mal. Mais là où c'est encore pire, et ça crée vraiment un sentiment d'injustice et de révolte, c'est que lorsque ça se passe mal et qu'il y a quelque chose de tragique qui se passe comme ça, les responsables ne sont pas punis, ne sont pas poursuivis, et en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, en fait, ils ont droit. Et puis nous, on n'a rien à dire. Et puis là, à l'époque, en tout cas, ces histoires-là, c'était déjà répété. Je vais avoir l'impression, les gens vont penser que je suis un vrai poussin tombé de la dernière pluie. Mais chacun son histoire. On découvre les choses au moment où on doit les découvrir. Mais moi, l'affaire de Rémi Fraisse, elle m'a révulsé. Et elle était bien avant les Gilets jaunes. Au moment des débordements des Gilets jaunes et puis tout ce qui a suivi, il y a eu toute une série là. Enfin, il n'y a jamais eu autant de morts par la police que sous Macron là, hein, sous les 5 dernières années qu'on vient de vivre. Donc il y a eu une accélération, etc. Et donc on a eu les affaires qui se sont succédées et systématiquement on a eu la démonstration de l'enquête des polices qui enterre l'affaire, etc. Qui joue avec des démonstrations flagrantes et qui se sont enchaînées comme ça d'un dysfonctionnement total qui fait même dire, parce que toi tu disais on peut admettre qu'il y a des erreurs, mais qui nous fait nous supposer que finalement c'est plus des erreurs, c'est-à-dire que c'est un système, c'est systémique, c'est-à-dire que cette violence-là qui ressurgit à droite à gauche sous la forme d'erreurs, en fait c'est un espèce de bruit de fond nécessaire à l'organisation telle qu'ils la conçoivent de la police, de la terreur, de la peur qui est déjà instaurée partout ailleurs. Hein. C'est la dernière, celle-là, c'est celle qu'on voit le plus. Hein, mais il y a toute une autre peur, hein, la peur de se retrouver au chômage, la peur de ne pas avoir de quoi nourrir ses enfants, la peur d'être malade. Enfin, ouais, il y a toute une série de peurs comme ça qui sont soit organisées, soit exploitées en tous les cas au moins, qui font qu'on vit dans une violence systémique. Voilà, c'est ça. Qui a une fonction, une fonction de nous faire consommer, de nous faire taire, de nous. Bon, je ne sais pas si vous êtes pas un peu trop loin, mais il me semble que, en tout cas, les questions se posent à force de voir les choses s'enchaîner comme ça, et ces non-lieux là, improbables. On va pas ici reciter toutes les. Puis moi, je suis pas un historien, donc quand j'ai été touché, c'est parce que le gamin, il avait 21 ans. Moi, mes mômes, ils grandissent et de temps en temps, ils vont lever le poing. C'est ce que je dis dans la chanson. Je lui dis, mais c'est qui le con qui t'a dit d'aller gueuler sur tous les toits que t'es révolté, quoi, avec ton drapeau et tes idéaux, etc. Ferme ta gueule. Le père, en position de père, on finit par se dire, reste à la maison, quoi. Reste à la maison. C'est ce que disent les flics à la fin. Restez à la maison, on va s'occuper de tout. Dans la chanson de Rémi Fraisse. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit précédemment, est-ce que finalement, c'est pas le prolongement de la raison d'État qui fait que la violence continue à s'exercer contre des manifestants qui soient paumés au milieu de la campagne dans une ZAD pour pour empêcher un barrage ou qui soient au cœur des villes, dans les grandes villes au moment des Gilets jaunes? Enfin, c'est la raison d'État simplement quoi, qui a peur. Ces mecs-là, ils ont peur de la population en fait. Je suis pas assez expert
pour décortiquer le mécanisme réel, raison d'État, je ne sais pas. Moi, je suis persuadé que le capitalisme, dans son ensemble, est un système morbide qui nous emmène à la catastrophe et qui, pour survivre, est obligé d'utiliser la violence. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer à exploiter les ressources de la planète et à exploiter les gens, les populations qu'on hache comme des petits poussins vivants, là, ils ont besoin de violence. L'État, pour moi, il pourrait être et ça pourrait être une organisation bénéfique. Je veux dire, il y a des moments de ma vie où c'est pas forcément l'État, mais où il y a C'est l'ordre social. C'est l'ordre voilà, social. des situations d'organisation sociale où l'État a un rôle à jouer, où les citoyens sont dans des postures de sécurité au sens sécurité vitale, pas au sens sécurité police. C'est-à-dire, on va pas te laisser mourir. On va pas te laisser mourir. On a les médecins pour, on a les machines qu'il faut. Bam, t'as un truc, dans 24 heures, t'es mort si on coupe pas l'hémorragie, bon, ben, on la coupe. Quoi. Et ça, c'est des choses qui sont organisées par un système social, régulé par l'État d'une certaine manière, à condition que ça dysfonctionne pas. Mais est-ce que c'est... Moi, je suis pas expert, là. C'est là où ça devient un peu brumeux. Je lis, je tente de démêler les trucs, tu vois. Mais j'ai pas envie de condamner l'État en tant que tel. C'est-à-dire, quand je relis Rousseau, je vois bien que d'une certaine manière, l'État, il a une légitimité. En tout cas, que c'est un essai pour l'organisation. En même temps, c'est vrai que la société idéale où il n'y a pas de pouvoir, par exemple, parce que c'est le grand cheval de bataille peut-être de l'anarchie, c'est-à-dire de dire que c'est le pouvoir qui corrompt tout. Et à partir du moment où on instaure des situations, comme tu disais, pyramidales, de hiérarchisation, etc., on fout le bordel, ça aussi, c'est séduisant. Après, il faut voir comment on met ça en place, etc., etc. Moi, je veux absolument toujours dire, moi, je suis un témoin, je suis un artiste. C'est le seul truc, c'est la seule prétention que j'ai, c'est d'être un artiste. Donc, de créer peut-être un artiste mineur, hein, comme disait Gainsbourg, parce qu'il s'agit de chansons, mais de créer des mini-œuvres d'art qui véhiculent des sentiments qui peuvent être argumentés, voilà. Mais je suis pas un analyste politique, hein, loin de là. Oui, tu disais par rapport à l'État, effectivement, ça peut être positif. C'est ce qui permet d'organiser la société, c'est la sécurité sociale, c'est les écoles, c'est les hôpitaux, etc. Donc l'État en soi, comme tu disais, c'est pas vraiment le problème, mais c'est par qui cet État est dirigé et pour quels intérêts et les intérêts de qui finalement ces personnes dirigent l'État. Parce qu'en soi, ça pourrait être super bien qu'il y ait une école vraiment performante pour les enfants, qu'il y ait des hôpitaux vraiment performants pour la santé de toute la population. Mais quand c'est dirigé pour les intérêts d'une petite minorité, là, ça pose problème maintenant. Et c'est effectivement, ça rejoint, c'est ce que tu disais, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, et puis c'est l'insuffisance fonctionnelle de notre système démocratique qui fait qu'on élit des représentants qui, une fois qu'ils sont élus, en carte blanche, sont corrompus. Voilà. J'avais un copain qui est très pointu là-dessus, qui me disait, tu te rends compte l'évolution du vocabulaire. Maintenant, on dit du lobbying. On dit du lobbying comme si c'était un métier. Tu reviens 10 ans en arrière, quand tu disais que le mec il faisait du lobbying, c'était mal vu. C'était faire du lobbying, c'était négatif. C'est-à-dire, si on te prenait à faire du lobbying, on disait c'est pas bien, hein, vous faites du lobbying. Maintenant c'est écrit sur ta carte. Tu fais du lobbying, c'est ton métier. C'est fou ça. C'est d'autant plus un métier que voilà, ça a été institutionnalisé. Comme on a la fâcheuse tendance de copier ce qui se passe aux États-Unis et que l'Union européenne a eu cette fâcheuse tendance un peu de fonctionner, en tout cas sur l'exemple que tu cites du lobbying. Moi, des lobbyistes, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais comme disaient les inconnus, il y a les bons et les mauvais lobbyistes. C'est-à-dire que tu peux avoir des lobbyistes, par exemple, pro-nucléaire. Toi, tu es anti-nucléaire, donc tu t'en veux pas. Mais tu vas avoir des lobbyistes écolos. Et donc, les lobbyistes écolos qui ont en général beaucoup moins de moyens que les pro-nucléaires, ou que ça soit dans le pétrole, les énergies fossiles, peu importe. C'est un combat d'influence au sein des assemblées, des assemblées élues normalement. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'est un métier qui n'existait pas, quoi. Donc,
modèle américain oblige, je pense qu'on a pris ce mauvais exemple. Ouais. Il y a quand même quelque chose un peu autour de l'argent, c'est-à-dire que on pourrait très bien parler de militants écologistes ou de militants pro-nucléaire, mais dans l'idée du lobbyiste, il y a quelque chose qui est rattaché avec la question de l'argent finalement. Donc, Oui. ça, je suis assez d'accord avec ça. Et ça court-circuite la démocratie surtout, c'est ce qu'avait l'air de dire Chamblas, hein. Je ne veux pas trahir ta pensée, mais tu court-circuites la démocratie quelque part, parce que les lobbyistes arrivent dans une assemblée élue, et pour que leurs intérêts passent au-dessus des autres, et voilà, ils utilisent, ils vont payer des restos, enfin bon, il y a eu des scandales, hein, même à l'Assemblée nationale en France, mais... Ça va au-delà des restos. Puis t'imagines bien que le mec qui veut défendre les carottes sans pesticides, il a un peu moins de moyens que le type qui débarque pour qu'on construise des EPR en Chine ou je ne sais quoi. Tu vois. Évidemment, là, on n'est pas à armes égales. Et la chanson, là-dessus, la chanson, elle botte en touche, hein, évidemment. De temps en temps, l'histoire d'une chanson croise comme ça un petit moment de la population. Ces chansons-là, elles seront jamais relayées par des médias traditionnels. L'amour des bêtes a été censuré sur YouTube. Les images que vous avez retrouvées là, elles circulent sous le manteau. Voilà, la chanson, elle peut pas faire grand-chose. Elle peut exprimer. C'est un petit peu comme le point qui resterait à la surface de l'eau quand le mec se noie, quoi. Hein. Tu as souvent eu des problèmes de censure, du coup, avec tes chansons sur les différentes plateformes? J'ai une analyse, là, pour le coup, je suis sur le vif de la censure. Hein, j'ai bien compris comment ça marche. Il n'y a pas de censure en France. Ça, le capitalisme, il est beaucoup plus malin que ça. Moi, j'ai le sentiment que mon expression artistique, elle est censurée, et pas uniquement depuis que je dis des choses politiques. Il y a un système, il y a un lobbying, il y a un système de monopole de l'exploitation de la musique qui fait que on gagne beaucoup d'argent quand on est sur le plateau qui est diffusé et qui est mis en valeur. Donc les places sur le plateau, elles se payent très cher. Soit tu vends ton cul, soit tu fais ce que voilà. En règle générale, on n'a pas besoin d'aller chercher des gens nouveaux qui auraient du talent, etc. Il faut vraiment avoir très envie d'y aller et en même temps, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Le principe, c'est qu'une fois qu'on a fabriqué un certain nombre d'artistes dans un certain créneau, ils sont balancés sur le gros tuyau de médiatisation et ils prennent toute la place. C'est-à-dire que tu peux très bien, toi, t'es pas censuré, tu peux très bien faire de la chanson militante, si tu as envie de dire des choses sur la police, il n'y a pas de problème, vas-y, exprime-toi, il n'y a pas de souci. Fais ta petite page YouTube, personne n'ira c'est très très rare d'avoir un succès, même les succès de YouTubeurs sont calibrés sur des demandes très précises. Quand on est dans le domaine artistique, en plus, on est censé plus ou moins proposer quelque chose d'original. Enfin, pour moi, le mot est un peu fort, mais concernant mon travail, il n'est pas très original, mon travail. Il est à l'intérieur d'une tradition, j'aime pas trop le mot, mais enfin d'une tradition de chanson. Mais il n'a pas sa place parce qu'il y a trop de choses qui sont bastonnées dans le réseau médiatique global, qui fait que tout à côté a le droit d'exister, mais de toute façon est invisibilisé totalement. La chanson de la police, elle a quand même collectionné au fur et à mesure plus d'1 million de vues sur Facebook. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais la mettre sur YouTube. Et sur YouTube, à 5000 vues, c'était terminé. Il y avait quelqu'un qui m'avait signalé. Donc c'est pas un bureau de censure, tu vois, dont Darmanin aurait la responsabilité ou Castaner. C'est les petits citoyens qui se sentent responsabilisés par le fait que là, ça va un petit peu trop loin. Hein. Et le mec, il s'est excusé en plus. Il m'a dit, je suis désolé, mais là, il faut que je signale. Le mec, il a mis un mot dessus. Et il a signalé et YouTube a interdit. Et moi, j'ai dit à YouTube, bah non, je dis, enfin, qu'est-ce qu'il y a de... Les images, c'est pas moi qui les ai faites. Hein. C'est parce que c'est les images qui ont été censurées presque. Les images, d'ailleurs, elles existent partout ailleurs. Et je sais pas si c'est la chanson ou si c'est les images qui les accompagnent qui ont été censurées. D'ailleurs, les images, justement, parce qu'à la fin du clip, tu précises merci à la police et au ministère, non, c'est ça? Elles appartiennent effectivement au ministère ou tu les as trouvées un peu partout? Ah non, c'est Internet. D'accord. Non, j'ai pioché et puis j'ai pas eu de mal. Hein. J'ai passé une nuit. J'ai pas eu de mal, il y en avait partout.
Et elles existent partout, ces images-là. On va les retrouver, on va retrouver d'où elles viennent à chaque fois. Elles n'ont pas été interdites d'ailleurs. Là, elles sont interdites parce qu'elles sont compilées et qu'il y a un texte dessous qui explique ce qui se passe. Et là, le type, c'est une personne. Mais après, cette personne, moi, j'ai écrit à Google, j'ai fait le protocole, quoi. Et on m'a dit non, c'est mort, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça ne rentre pas dans nos critères. Ah, c'est bien foutu, tu vois. Alors, pour le coup, là, sur ce domaine-là, je suis pas. Je vois clairement comment fonctionne la machine. Et c'est très bien comme ça pour eux. Mais il n'y a pas d'instance de censure. On n'est pas censuré. Brassens, il a été censuré avec ton hécatombe. Ouais. Oui. C'est le seul où il y avait. L'Hexagone. Alors, tu peux pas savoir comme je suis fier. Ouais. Parce que c'est de géant pour moi. Même si Renaud, je l'ai un peu titillé dans la chanson La Lacrymo aussi, qui est aussi une chanson sur la police, puisque lui, il avait écrit J'embrasse un flic, et moi, j'ai un peu lâché l'affaire à ce moment-là. Donc, je lui ai envoyé cette chanson, La Lacrymo. Et on a correspondu un petit peu avec Renaud. C'est quelqu'un qui est gentil. Il m'a dit ta chanson est très belle. Je me demande s'il n'était pas un peu bourré quand même ce jour-là. Je crois que Béranger avait une petite question d'ailleurs sur tes sources d'inspiration. Renaud, voilà. Ouais, là tu nous tends la perche là, parce que ouais, moi ce qui m'intéressait aussi, à part l'aspect politique un peu dont on a parlé précédemment, de tout ce que tu as constaté, que tu as mis en musique, c'était voilà de voir un petit peu quelles ont été tes influences. Alors évidemment, moi j'avais Renaud en tête, Brassens, alors tu as cité Hécatombe. Pour la petite histoire, je crois que c'est la seule chanson de Brassens où il y a le mot anarchie qui figure dedans, dans Hécatombe, qui se passe sur le marché de Brive-la-Gaillarde. Mais voilà, quelle chanson, quel chanteur populaire avec Renaud, Brassens et peut-être quelques autres t'ont inspiré, toi? Vous allez être déçus. Ah mais non, il faut être ouvert, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est parce que moi, je suis un chanteur. Je vais dire un truc moche, je suis un chanteur de charme, tu vois. Je suis avec ma guitare, je chante des ballades, j'ai beaucoup de chansons qui parlent d'amour. J'ai beaucoup écouté Brel, qui est pas engagé politiquement. Enfin, il a une critique de la société, mais il navigue entre les trucs, tu vois. Mais j'ai aussi, dans les années 80, moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais Francis Cabrel. Je veux dire, c'est pas il se définit comme le Bob Dylan français, mais je crois qu'il s'est trompé. Hein, il n'a pas bien écouté les textes. Ouais, je crois ou alors il lit pas bien l'anglais, ou il comprend pas ce que racontait Bob Dylan, ouais, effectivement. Il écrit très bien. Moi, je suis amoureux de la chanson, de l'écriture, tu vois, de la structure, et Francis Cabrel, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Bon, mais ça, j'avais 15 ans. Après, j'ai écouté plein d'autres trucs. Hein. Mais c'est vrai que souvent, par exemple, quand Nougaro chante Mai ou Bidonville, moi, ça me tiltait ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on racontait quelque chose de la vie, de la vie d'ailleurs, qui va pas forcément dans le sens. Voilà, Danny Briand, voilà, c'est pas ma came, quoi. Donc, dans la chanson, il y a quelque chose, dans la mélodie, dans le fait de chanter des chansons, il y a quelque chose de la séduction. C'est pour ça que je disais chanteur de charme. Il y a quelque chose dans la mélodie qui fait qu'on séduit son public d'une certaine manière. Donc, bon. Donc, c'est un sacré équilibre de chanter La police déteste tout le monde sur une mélodie. C'est pour ça qu'en entre-deux, tu vois, ma période un peu entre-deux, avec Le vent se lève, La Lacrymo, c'était un peu cynique. C'était un peu, on va rigoler de tout ça. Jusqu'à ce que, après, Labourer les champs, par exemple, la chanson, je sais pas si vous voyez ça, c'est une chanson sur le défilé du 16 mars des Gilets jaunes. C'est les Champs-Élysées. Nous retournerons labourer les champs. Voilà. On rentre. Là aussi, il y a un petit côté comique parce qu'il y a un jeu de mots. Mais voilà. Donc, les influences, Renaud, Brassens, oui, beaucoup. Mais beaucoup de variétés très, très variées quand la mélodie est belle et quand le texte est bien écrit. Quand c'est un petit peu à côté, Guy Cangarn, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, bien sûr. Ouais. André Mainviel, qui est aussi un militant du social, en fait, qui défend la langue d'une autre manière, mais je suis sûr que je vais en oublier, mais c'est difficile cette question, toujours. Mais ça va te revenir en discutant aussi, hein, n'hésite pas sur tes influences. Et est-ce que la chanson anglophone t'a influencé également, et éventuellement musicalement? Oui, mais ça c'est pareil, vous allez être déçus, ça se retrouve pas dans ce que je fais. Moi, j'étais un grand fan de hard rock quand j'étais jeune.
Et bon, Edward Orc français aussi, j'écoutais Trust quand j'étais jeune, je suis allé les voir en concert. Mais ça, Ouais. Bernie alors, Bonvoisin, et bah oui, bien sûr, je ne antisocial. comprenais pas tout ce qu'il racontait, tu vois, quand j'avais 15-16 ans, je ne comprenais pas tout, mais je sentais qu'il y avait du lourd, quoi. Et après, j'ai suivi un peu, j'ai beaucoup aimé son cinéma. Bon, il est resté, il a des textes qui sont d'une. Bah, Ils sont proches, hein. sur Trust, je signale à nos sympathiques auditeurs, je leur conseille d'écouter la chanson Police Milice. Ah ouais. Voilà, ça c'est un classique aussi de chansons qui dit quelque chose sur la police. Mais effectivement, ouais, Trust, c'est une grosse pierre dans la chanson française. Enfin, pour moi aussi, je suis assez hard rock à la base aussi. Donc, peut-être on a certains goûts en commun, non? On parlera peut-être plus tard. Et je voulais te demander tout à l'heure, ouais, parce que tu as évoqué les artistes qui devaient arriver sur un plateau pour exploser un peu, puis se faire voir, et puis et tandis que d'autres, voilà, il n'y a pas vraiment de censure, mais en tout cas, voilà, on favorise certains et on favorise pas d'autres. Et je voulais avoir un petit peu ton ressenti sur justement le positionnement des artistes qui se présentent comme tels. Qu'est-ce que tu penses du comportement global des artistes depuis, allez, fin 2018 et le mouvement des Gilets jaunes, voilà. Ils nous ont beaucoup manqué, hein. On a tout fait pour les voir bouger. On a sauté de l'un à l'autre. Ils ont fait des allers-retours. Il y a quand même eu très, très, très peu de prise de conscience. Mais il y a eu très, très peu de prise de conscience parce que ces gens sont complètement déconnectés, parce que beaucoup sont là pour gagner de l'argent et que finalement, le système leur convient. Mais à l'intérieur du milieu professionnel artistique, c'était lent aussi, hein. Il y a des gens qui sont venus dans les cortèges un petit peu au bout d'un moment, quoi. Mais le travail de désinformation, tu vois, de bannissement, de rumeurs, tout ce qui a été fait autour du mouvement, qui a desservi le mouvement. On peut pas dire qu'il a été accompagné par le système médiatique, hein. Bon, dans le milieu du spectacle, je veux pas, si tu veux, oui, les gens qui sont en avant, ils auraient pu se mouiller un peu, et il y en a pas qui l'ont fait. Je sais pas, à ma connaissance, je vois pas qui, de façon désintéressée, là-haut, est descendu de sa marche pour venir dire, ces gens-là, Très peu. c'est mon Ouais, public. tout à fait. Il y en a eu très peu, par contre, et quand certains l'ont fait, d'ailleurs, ça leur a valu des histoires. Je pense à Franck Dubosc qui s'était fait, il s'était fait massacrer à un moment. Bigard aussi, voilà, d'une Mais certaine Dubosc, il me façon. semble que c'est l'inverse, hein. Il n'a pas soutenu les Gilets jaunes, il les a critiqués. Au début, Oui, mais il est revenu. Alors lui, il a il a fait 2 rétropédalé. allers-retours, hein. Ah d'accord. Ouais, Il a ouais, fait ouais. 2 pour son calbar, lui. Ouais. Lui, il a rétropédalé, effectivement, parce que le vent a soufflé et ça a soufflé fort. Et effectivement, il n'y avait pas grand monde du milieu artistique qui ont soutenu ouvertement le mouvement, disant que c'était légitime, qu'à un moment, il fallait qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens et éventuellement de leur taper dessus quand ils étaient en manif. Non, je vois pas de nom de là. Mais en fait, les artistes qui faisaient déjà ça, d'une certaine manière, ils ont pas changé. Je sais pas, moi, je suis grand fan du cinéma de Ken Loach, tu vois. Et bon, il n'était pas en France à ce moment-là, mais je veux dire, c'est des artistes comme ça qui, dans leur démarche, ont déjà un esprit critique vis-à-vis de la société, quelque chose à dire, du recul, et puis surtout un investissement à une vocation artistique qui correspond à leur expression. C'est-à-dire, les mecs qui sont là pour vendre des disques et faire les beaux dans des stades à 20 000 personnes, c'est normal qu'ils aient rien à dire quand il se passe quelque chose de social et d'important dans notre société. C'est évident, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont été promus, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur la société. Tout va bien, tout va bien. Ouais, c'est une belle formule. Ouais. Ils ont été promus parce qu'ils n'avaient rien à dire sur la société. Je trouve que c'est un ouais, très bon résumé. Et moi, je leur en veux pas personnellement parce que je sais que chacun son histoire et probablement que moi, très probablement, si à 25 ans, on m'avait dit ah ouais, cette chanson-là, elle est super, on va faire un tube, tu es le nouveau Danny Briand, probablement que j'aurais plongé et que 20 ans après, au moment des Gilets jaunes, j'aurais pas été le même que l'intermittent du spectacle que j'ai été depuis 2002, qui a trouvé toutes les astuces pour pouvoir proposer des spectacles sans me vendre complètement, sans vendre mon âme, tu vois. Moi, je suis fier de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai fait. Je renonce à rien. Je vois bien qu'aujourd'hui, ça m'intéresse pas de devenir Danny Briand.
ou même Francis Cabrel pour viser un tout petit peu plus haut, alors qu'à une époque, mon idéal de chanteur quand j'avais 16 ans, c'était de devenir le nouveau Francis Cabrel. Donc tu vois, on évolue. Mais si on te chope à ce moment-là et qu'on te dit bah oui, tu vas être un chanteur et tu passes d'hôtel en hôtel et tu remplis des salles, etc. Et tout le monde te dit que t'es beau et que t'es merveilleux et que t'écris très très bien et que t'as une voix formidable, tu deviens con, hein, je pense. Donc je leur en veux pas, je crois. Ils ont été mal nourris, quoi. Ça. On ne dit pas que je suis pas con, hein, mais Non, non, mais ça fait partie aussi des sirènes, quoi. C'est l'appel des sirènes du système. Et comme tu dis, peut-être quand tu commences une carrière à 25 ans, et les gens que tu citais comme Brel ou d'autres, ils ont commencé aussi assez jeunes, pour certains. Donc, bon, pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ça en valait la peine. Mais c'est tout à fait humain, hein, ça, ce que tu je sais soulignes. pas ce que Brel aurait dit. Je sais pas, faudrait se renseigner, mais je me souviens pas avoir lu ça ou vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit en 68? Ouais, bonne question. Après, ça remet pas en question son talent, tu vois. Mm. Évidemment, mais sur une autre expression. Et puis je pense qu'il a donné pour la critique sociale, ouais. Parce qu'il a une critique sociale sur la bourgeoisie belge, flamande, etc. Il y a des beaux portraits, hein. Carrément, mais Gwen voulait chanter, elle me dit dans l'oreillette, les bourgeois, c'est comme des cochons. C'est ça, Gwen? C'est ça. Non, mais c'est vrai que quand il parlait de la bourgeoisie belge, j'y ai pensé directement à cette chanson, c'est sûr. Grand standard de manif. Ouais. Ah, bien sûr. Et alors, oui, tu disais que tu n'étais pas un chanteur engagé, tu nous as expliqué, mais donc que tu t'exprimais par le biais de la chanson. Mais il y a ce mot qu'on aime bien, où tu t'es défini quand même comme un mili-chanteur, donc un chanteur militant. Et donc, tu exprimes ton engagement, ton idéal par tes chansons, mais tu t'es engagé autrement aussi. Tu as fait des concerts solidaires, enfin, toujours donc en lien avec ton expression artistique. Et ils servaient à quoi ces concerts solidaires? Qu'est-ce que tu as soutenu comme cause? Bah, c'était principalement. Non, ça a commencé avec les manifestations sur la loi travail. Et ici, il y a un milieu militant qui est très actif. J'ai participé aux manifs et puis j'allais avec ma guitare. Je trouvais ça rigolo. Et puis pour soutenir le mouvement de grève de la SNCF, des cheminots, on a organisé un grand concert de soutien pour redistribuer les sous aux grévistes. Donc j'ai pris mes marques un peu là, c'est-à-dire comment la salle, comment la sono, quels sont les copains qui vont venir. Alors tu vois, j'ai dit les artistes, ils ont mis du temps, mais bon, par exemple, là, moi, dans mon coin, quand on a fait ça, les artistes, ils ont répondu présent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé de cachet, ils sont venus sur scène. On a fait 24 heures de concert, là, enfin, toute une journée d'animation et de concert. Il y a eu des très beaux concerts et tous les sous, boum, c'était la cagnotte de grève. Quand on a été à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes et que un monsieur a été amputé d'une main à la suite de l'explosion d'une grenade dans des conditions horribles, on a créé ici un comité de défense des victimes des violences policières. Et l'idée, c'était d'avoir des sous pour pouvoir payer des avocats, soutenir les gens, etc. C'est devenu une sorte de... En tout cas, il y a eu toute une période au début où c'était un salon où les gens venaient dire la violence qu'ils avaient subie. Parce que tu sais, il n'y a pas eu ce qu'on appelle des cellules de crise psychologique, quoi, comme il y a quand il y a des attentats ou... Ben, moi, je pense que cette association, elle a d'abord eu, c'est pas une association, c'est un collectif. Ce collectif a d'abord eu cette fonction-là de parler avec les gens. Et on s'est retrouvés très nombreux, une fois par semaine, pendant plusieurs mois, à se raconter ce qui nous était arrivé, quoi. Et un des types qui a apporté le plus de soutien dans ces soirées-là, c'est celui qui a été le plus blessé, qui a pas raté une seule soirée. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa main coupée, et c'est lui qui réconfortait les gens qui disaient, moi j'ai pris un flashball là, ou moi je pleure pour toi, voilà. Et lui disait, non, pleure pas, tout va bien, c'est rien, c'est juste ma main. Donc ça, c'était des moments très forts. Et à l'intérieur de ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient très motivés, et on a réussi à organiser donc des spectacles avec des chanteurs à 2 reprises pour refaire des cagnottes qui permettaient d'aider les gilets jaunes dans des situations compliquées. Je peux pas rentrer dans tous les détails, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des procès pour des broutilles, voilà, des gens qui sont poursuivis, harcelés par le système judiciaire jusqu'à ce qu'ils se plient, quoi.
Et des frais d'avocat hallucinants pour des gens qui gagnent 1300, 1400 euros par mois. Je pense à une aide-soignante ici qui était très très engagée dans le mouvement et qui s'est retrouvée dans un couloir judiciaire hallucinant. Et elle avait plusieurs mois de salaire à payer pour que son avocat la défende. Donc nous, on avait une cagnotte et on distribuait les sous. Ok. Peut-être avant de se quitter, de te demander un peu ton actualité, où tu vas te trouver, qu'est-ce que tu vas faire dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Non, mon actualité, c'est que je continue à chanter dès que c'est possible. Mon kiff en ce moment, ça fait quand même plusieurs années que ça dure et ça a commencé un peu après les Gilets jaunes. Je le faisais déjà avant, mais après les Gilets jaunes, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de voir des endroits, des paysages et je me suis retrouvé en Ardèche. Et là, j'ai été accueilli par des fous qui vivent de façon alternative, qui avaient vu les Gilets jaunes, qui avaient participé un peu aux Gilets jaunes, mais si tu veux, qui se sont construits un monde un petit peu à l'écart. Des gens qui sont dans le maraîchage, qui sont dans la recyclerie, qui font des distributions de produits locaux, qui s'organisent pour bouffer. Là, ils sont liés par le pain qu'ils fabriquent, par le blé qu'ils achètent, par les échanges, les fêtes qu'ils font ensemble. Et pendant les confinements, alors eux, ils faisaient la fête. Et j'ai beaucoup tourné chez les gens, dans les salons, tu vois. Et ça, je continue à faire cet itinéraire-là. Et les gens qui veulent peuvent me contacter pour aller chanter dans une soirée où ils vont avoir réuni 20 ou 30 copains. Et je fais tout ce répertoire-là de chansons mini-chanteurs, de mini-chanteurs, et les autres, et je raconte pourquoi elles ont été écrites. Parce qu'en Ardèche, j'ai rencontré plein de gens pour qui j'ai écrit des chansons aussi. C'est-à-dire que quand je rencontre des policiers, je leur écris des chansons, mais quand je rencontre des vignerons, je leur raconte des chansons. Et la dernière chanson que j'ai créée, puisqu'on parle d'actualité, c'est une chanson sur les bateliers de Loire. Parce que là, je viens de rencontrer des fous qui fabriquent des bateaux en bois sur la Loire. Et voilà. Donc, tu vois, je me plonge dans des milieux sociaux comme ça assez divers. C'est pour ça que je dis que je suis plus un témoin qu'un militant. Un témoin des initiatives qui peuvent être militantes ou alternatives. Et je fais mon répertoire grâce à ça. Je prends un peu leurs paroles, voilà. Donc l'actualité, c'est si vous avez un petit jardin ou un endroit sympa, un bar où vous avez l'habitude d'aller et que vous réunissez que 20 ou 30 copains, tout le monde donne 10 balles et amène une tarte et on fait un concert. Et c'est une soirée, c'est un concert 2h30 avec le tenant et l'aboutissant de toutes les chansons. C'est souvent un bon moment. Et c'est souvent dans des endroits qui ont vécu ça, c'est-à-dire qu'ils veulent réentendre l'histoire des Gilets jaunes et de la contestation. L'histoire, elle n'est pas terminée, hein, mais c'est quand même un moment qui a, à mon avis, une frontière, quoi, un début, une fin. C'est pour ça que l'album s'appelle 17, 11, 18, c'est-à-dire c'est le début, quoi. Le premier samedi pour cet album-là, le début de l'inspiration, c'est vraiment le premier samedi des Gilets jaunes. Et justement, je voulais te demander, parce que, alors je sais que tu as un fan en région parisienne qui s'appelle Alain et qui voudrait savoir quand est-ce que tu sors son prochain album. Je sais pas du tout. Alors, ce prochain album, il y a déjà une vingtaine de chansons qui sont prêtes. Et vous savez qu'on a fêté les 150 ans de la Commune. Donc, il y a une chanson sur la Commune qui s'appelle La Fausse Commune. Il y a un texte de Louise Michel. Je me suis intéressé un peu à la Commune parce que j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, comme tout le monde, quoi. C'est un peu le mythe. Et j'ai lu le témoignage de Louise Michel en parallèle de quelques magazines et quelques bouquins simples, mais qui parlent un peu de l'événement historique. Et Louise Michel, elle édite des poèmes à l'intérieur de son témoignage. Et il y a une chanson qui s'appelle Manifestation pour la paix, ou de la paix, Manifestation de la paix. Et c'est étonnant, relisez ce texte, c'est étonnant comme ça parle de nous aujourd'hui, avec les nouveaux conflits militaires là qu'on nous vend. Et c'est très, voilà. Et je l'ai mis en musique, donc il y a cette chanson-là aussi. Donc dans mon prochain album, il y a un pont entre la fin des Gilets jaunes, l'anniversaire de la Commune, donc il y a du militantisme, mais il y a aussi des histoires d'amour, de l'amour de la Loire. Et la Loire, elle prend sa source en Ardèche, où j'ai passé plusieurs semaines à tourner chez l'habitant. Donc il y a une espèce de cohérence. Quand est-ce que ça sortira? Alors ça, les amis, je sais pas du tout, parce que il s'agit de là,
Il faut payer des musiciens. Moi, je ne peux pas travailler les gens gratuitement. Il faut trouver un studio. Faut jouer un peu le jeu de on va faire un disque, on va le vendre. Je n'ai pas envie de passer pour le blasé de service, mais des fois, j'ai envie de prendre ma gratte et d'aller chanter chez les gens, quoi. Voilà. Et Alain, si tu nous entends, vas-y, on fait un truc à Paris. En plus, j'ai plein de copains à Paris, on peut en faire plusieurs de suite. Et t'enregistreras les nouvelles chansons, je te les chanterai toutes, et tu feras ton album sur ton téléphone. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais retourner en studio et jouer un peu cette comédie de je vais faire un album. Il y a pas mal d'albums, si tu veux, qui sont dans ma cave. Parce qu'à chaque fois qu'on les fait, on les fabrique par milliers, parce que sinon ça coûte trop cher. Et il y en a certains, on se retrouve avec sur les bras quand même. Parce qu'il n'y a pas de maison de distribution qui les mette dans les magasins. Et pourtant, j'insiste, hein, j'encourage les gens, s'ils sont un peu curieux, et si cet échange leur a donné envie, d'aller écouter sur mon site. Moi, je suis très fier des albums qui ont été faits. Et on y a mis les moyens, il y a des musiciens, des arrangements. Là, les versions qu'on a écoutées, c'est les versions de garage à chaud, celles que je fais à l'arrache, parce qu'il faut absolument que la chanson soit prête pour la manif de demain. Donc là, on a vraiment écouté du jus pur. Mais après, on repasse en studio et le dernier album, tu vois, tu retrouveras peut-être un peu ce que tu as aimé dans Trust. Il y a 2-3 influences un peu rock. Je vais pas jusqu'à dire que c'est un album hard rock, mais il est un peu... Il y a Joyeux Noël, je sais pas si vous l'avez entendu, celle-ci aussi, sur du 7-11-18. C'est assez rock. J'ai retrouvé un peu ce genre d'ambiance. C'est vrai que c'est un plaisir de faire des disques, mais c'est un peu un plaisir personnel. Ouais, il y a une tendance, une logistique qui est assez lourde, qui a l'air de te poser un peu en tout cas. Ouais. Alors évidemment, je suis toujours fier quand il y a des gens qui disent, et heureux qu'il y ait des gens qui disent, c'est quand le prochain album, hein. Mais les amis, vous n'êtes pas nombreux. Je vous adore, mais pour rentabiliser, rentrer en studio, l'impression de 1000 CD, tu vois, c'est une grosse... Écoute, on va essayer de notre côté, en tout cas, de diffuser la bonne parole, de diffuser ta bonne parole, parce que ouais, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et ça aurait pu continuer encore un certain moment, j'ai l'impression. Et je sais pas, ça serait peut-être dommage de ne pas se quitter en musique, donc je vous laisse dire un petit mot, Louise, Gwen, Jean-Blas, je te salue, puis peut-être on peut se quitter en musique. Avec plaisir. Merci et puis à bientôt. À bientôt. Salut les amis. Merci beaucoup Patrick et je propose qu'on se quitte sur un extrait de Songe qui est aussi une des musiques qu'on a beaucoup appréciées. Merci encore, à la prochaine. Je suis pas l'ombre d'un patriote quand t'es prêt à crever mon pote. Donner ta vie pour la patrie, je cherche les frontières de mon pays. Je cherche encore l'air national et les 3 couleurs vives qui flottent au sommet de ta pierre tombale. Mes frontières sont de songe, au risque de me paumer dans mes mensonges. Je suis pas patriote, je suis pas patriote, je suis pas patriote, je suis pas l'ombre.